Mesdames, Messieurs, corps hybride, corps et psyché, somatopsychique, archaïque, et juste avant la pause, un regard porté sur le corps handicapé. Après les paroles des professionnels, des professeurs, des psychologues, des psychanalystes et autres philosophes, les personnes qui m'entourent et qui m'ont fait le plaisir de réfléchir, en tout cas de témoigner pendant toutes les semaines de préparation qui ont précédé cette journée sur leur vécu, vont témoigner justement de leur vécu corporel. Paroles d'experts profanes. Paroles en 5 temps. Dans un premier temps, une présentation, l'histoire. Ensuite, l'expression du vécu corporel. Le corps souffrance, corps plaisir. Le corps non empêché. Et pour conclure cette table ronde, mais aussi cette journée, la parole vis-à-vis de l'image et de l'estime de soi. Je vous propose donc, mesdames, messieurs, de vous présenter, avant d'amorcer l'échange sur la thématique du corps transformé, de raconter donc votre histoire. Madame de Sajan. Mon micro marche-t-il? M'entendez-vous? Mon micro ne marche pas. Bien. Bonjour, je suis Jocelyne de Sajan. Je fais partie de la délégation 95, le Val d'Oise. Et je dois dire que la première fois que j'ai poussé la porte de la délégation, c'était pour aller à un cours de yoga. Et je pratique le yoga depuis maintenant 12 ans. La CEP est arrivée, j'ai été diagnostiquée en décembre 93. Et 6 mois après l'accouchement de mon fils, qui a maintenant donc 22 ans et qui est très brillant, il est en 5e année de médecine. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai provoqué ça, mais il est vraiment extrêmement brillant dans ses études. Et donc, après l'accouchement de cet enfant, 6 mois après, j'ai eu la première poussée. Et je suis en fauteuil depuis 7 ans. En fait, j'ai marché sans canne, avec une canne, comme toute maladie évolutive. La CEP, ça amoindrit un petit peu le corps et les possibilités. Donc, maintenant, je suis en fauteuil roulant, mais je dois dire que depuis que je suis en fauteuil, je me suis sentie pousser les ailes. Parce qu'en fait, je pouvais aller d'une salle à l'autre sans problème. Et chose que je ne pouvais pas faire avec des béquilles avec lesquelles je tombais. Et donc, et maintenant, je pratique donc du yoga 1 fois par semaine, de la sophrologie 1 fois par semaine, du théâtre 1 fois par semaine, dans la délégation du Val d'Oise. Merci. Monsieur Vedren, s'il vous plaît. Alors moi, je suis un accidenté de la route. En moto, quand on se fait couper la route, ça pardonne pas. J'ai fait, du coup, j'ai fait 58 jours de coma. Et je suis resté allongé pendant 5 mois. Et l'accident m'a fait quand même une vingtaine de fractures. J'ai eu une perforation, donc j'ai plus de vessie, plus d'anus. Et j'ai perdu également 4,5 litres de sang, sachant qu'on a 5 litres dans le corps. Ça fait beaucoup. Oui, bonjour. J'ai 65 ans et j'ai pu prendre retraite à 59 ans à la suite d'une longue carrière professionnelle exercée dans le secteur sanitaire et social. Les troubles de la marche
installé depuis une quinzaine d'années, date de l'annonce du diagnostic de la sclérose en plaques en 1999. L'histoire de mon vécu corporel, qui remonte à mon enfance sans doute liée à un père, professeur d'éducation physique et sportive, qui m'apprend à nager très tôt en piscine et à la mer pendant les grandes vacances. Ensuite, habitant à Nogent-sur-Marne, je me retrouve barreur au club d'aviron. Dans la même période, la pratique du chant choral à l'école communale m'amène à explorer les possibilités de la voix, le partage et l'écoute dans un ensemble vocal. Jeune adulte et pendant mes études universitaires, vient ensuite la pratique du théâtre au conservatoire d'arrondissement, dans un cours privé et à l'école du mime. Avant l'annonce du diagnostic, je m'inscris dans une salle de sport dans le but de me détendre après le travail, et pendant plusieurs années, je pratique le hammam, le sauna, et après un bain froid, enveloppé dans une superbe robe de chambre, la chaise longue. Voilà très rapidement mon histoire. Merci. Monsieur et Madame Chanchenel, je vous laisse présenter votre fille. Bonjour, Gwenola et William de Chanchenel. Alors nous témoignons aujourd'hui pour notre fille Lorraine, qui est polyhandicapée. Lorraine a 30 ans. Elle est actuellement accueillie dans un établissement en DAS, APF. Lorraine est née polyhandicapée à la suite d'une encéphalopathie néonatale d'origine non identifiée. Elle a été opérée à 8 mois d'une double cataracte et elle a ensuite grandi avec ses sœurs, puisque Lorraine est la numéro 4 de nos filles. Voilà brièvement. Merci. Alors, maintenant que vous êtes présentés, pouvez-vous, chacun à votre tour, nous donner un peu des éléments concernant votre vécu corporel, comment il s'exprime, en commençant, par exemple, avec vous, monsieur et madame, à travers quelles activités, quelles techniques, quelles parfois, Lorraine, votre fille, exprime, en tout cas, comment vous ressentez qu'elle exprime ce vécu. Alors, Lorraine est donc tributaire d'une tierce personne pour tous les actes de la vie. Elle, néanmoins, dès toute petite, nous l'avons toujours fait participer à toutes les activités de la famille. Elle a toujours partagé nos vacances, nos voyages, nos séjours à l'étranger. Et elle a été en établissement à partir de l'âge de 4 ans. Donc elle a suivi des rééducations, des stimulations diverses. Il y a 7 ans, Lorraine a été opérée d'une arthrodèse des 2 sacrums en raison d'une scoliose qui s'aggravait très rapidement. L'opération a été bien supportée. Elle a fait une petite infection 1 an après qui a été mal suivie, et du coup, il y a maintenant 2 ans, elle a fait une infection massive qui a nécessité une intervention pour retirer l'appareillage qu'elle avait. Ça s'est fait en 2 temps, et elle a suivi ensuite un traitement antibiotique de 8 mois extrêmement lourd, et qui lui ont laissé des séquelles encore aujourd'hui. Elle a perdu à la fois de la mobilité, mais elle a perdu aussi dans son... Elle a certainement eu des séquelles au niveau du système digestif et du transit, et aujourd'hui encore, elle a des difficultés à s'alimenter. Elle a, jusqu'à une époque récente, même perdu une joie de vivre qu'on lui avait toujours connue. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire sur son vécu corporel au jour d'aujourd'hui. Merci. Madame de Sajan, tout à l'heure, vous avez évoqué différentes activités. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, il faut dire qu'une journée chez moi, ça commence par une demi-heure de kiné. Donc, j'ai un kiné qui vient tous les jours et il me fait une séance à la maison. Donc, mobilisation, étirement,
et je me mets debout 4 fois par semaine. Je reste debout pendant une demi-heure. Ça aide à la respiration, ça aide pour absolument tout le système digestif, le système intestinal. C'est vraiment une très très bonne expérience. Et puis après commence soit la vie associative, parce que je suis assez active à l'APF 95. Et donc, alors c'est soit la vie associative, ou bien je vois le vendredi, de toute façon le vendredi, le matin, j'ai 1 heure de yoga, beaucoup de relaxation. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et donc, le vendredi après-midi, c'est le théâtre. Et donc, nous avons pu, en fin d'année 2012, faire une représentation théâtrale dans la ville d'Aubonne. Et tous les participants handicapés aussi étaient vraiment joyeux de pouvoir participer et pouvoir produire une pièce de théâtre. Donc voilà quelles sont mes activités. Merci. Monsieur Bataillon, je vous laisse la parole. Depuis l'installation d'une mobilité réduite des membres inférieurs, les 3 activités déjà évoquées, la natation, le chant et le théâtre, évoluent par des séances d'aquagym 2 fois par semaine depuis 8 ans, d'un séjour en thalassothérapie chaque année depuis 4 ans, le choral, et depuis cette année, je participe dans le chœur d'un atelier de comédie musicale avec comme objectif de donner une représentation au début de l'été. Le théâtre également, dans un atelier depuis 2 ans, avec l'écriture du texte et également comme objectif, qui a pour objectif de donner une représentation à la fin de l'été. Ces 3 pratiques ne sont possibles que par une bonne gestion de la fatigue. Étant à la retraite, je peux assurer un bon séquentage de ces activités. Merci. Monsieur Vedren. Alors, moi, pour ma journée, c'est ma femme qui m'aide à l'habillement et pour me laver. Et bon, malgré tout, quand on est handicapé, qu'est-ce qu'on ressent? De la colère. Et moi, je ne fais pas exception. Et en fait, j'ai réussi à faire partir cette colère grâce au sport. Là, l'année dernière, j'ai fait du tir à l'arc. Mais bon, ça ne suffisait pas, même si on a été au championnat de France et qu'on a fini 2e par équipe. Mais j'ai rencontré l'APF 63. Et là, ça a littéralement changé. Car là, j'ai connu tout ce qui est hockey handi, dont je suis le capitaine également de l'équipe, vu qu'on est en train de monter l'équipe. Je fais également de la sarbacane, du ski fauteuil, enfin toutes sortes de sports, tout ce qu'on peut me proposer à l'APF. J'ai même envisagé le rugby, mais le rugby fauteuil c'est trop violent pour moi. Même si le hockey c'est déjà bien violent, mais ça ne m'empêche pas d'en faire. À savoir qu'avant, avant d'être handicapé, je faisais de la musculation, je faisais 15 km de course à pied par jour. Enfin, c'était autre chose. Mais là, c'est le blocage, quoi. Quand on est handicapé, au début, on croit qu'on peut rien faire. Finalement, quand on connaît les bonnes personnes, les portes s'ouvrent. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez un peu développer, puisqu'on a un peu plus de temps que prévu, l'activité de handi-hockey? Comment ça se passe, comment ça se déroule pour des personnes qui ne connaissent pas forcément? Tout à fait. En fait, le handi-hockey,
bon, tout le monde, enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent le hockey normal, mais en fait, le hockey handi, on est dans une sorte de luge. Donc on est vraiment juste à quelques centimètres de la glace. Et au lieu d'avoir une seule crosse, on a 2 crosses. Et d'un côté, donc forcément, on joue avec le palais. Et de l'autre côté de la crosse, on a des espèces de pointes pour pouvoir se propulser. Donc on a les jambes tendues ou semi-tendues. Et c'est exactement les mêmes règles que le hockey. Mais malheureusement, quand on monte une équipe de hockey handi, on a besoin beaucoup plus d'argent qu'une équipe normale, quoi. Parce qu'une luge, ça coûte cher et le matériel aussi. Merci. Nous allons, si vous le voulez bien, aborder une autre thématique actuellement, qui est le corps souffrance, corps plaisir. C'est-à-dire que vous venez de nous présenter vos activités au cours desquelles le corps est engagé, investi de différentes façons, on vient de le voir. Mais votre corps ou le corps de votre enfant, où se situe-t-il justement entre souffrance et plaisir? Je vous laisse continuer, Monsieur Vedren. Tout simplement qu'en fait, on peut très bien avoir des douleurs neurologiques énormes. D'ailleurs, je reprendrai une phrase d'Intouchable, disant qu'on est comme un steak congelé qu'on met dans une poêle brûlante. Mais quand moi, par exemple, j'arrive, quand je vais pour faire du hockey, ou une activité à TOT, mais surtout du hockey, j'arrive, même si j'ai des douleurs, je mets mon équipement et je me monte dans la luge, enfin, bien sûr avec de l'aide, mais après les douleurs, je les oublie. Alors évidemment, je n'ai pas que les douleurs, parce que vous avez suivi tout à l'heure que j'ai eu une perforation, donc je n'ai plus de vessie, plus d'anus, donc j'ai des poches, et ça c'est très compliqué. Mais ça aussi j'y oublie. Ce que vous m'aviez dit pendant la préparation, ce qui paraissait aussi intéressant à témoigner, c'est que malgré le corps souffrant, mais aussi le corps plaisir, c'est que même dans la souffrance, vous arriviez à avoir des douleurs qui étaient identiques à celles de vos camarades valides. Oui, bien sûr, les douleurs que je ressens après ou même pendant la séance de hockey, ce sont les mêmes que... C'est vraiment des douleurs physiques. C'est pas des douleurs neurologiques ou osseuses qu'on peut ressentir quand on est excité. Merci. Madame de Sajan. Alors, je dois dire que moi, j'ai une sclérose en plaques sans douleur. Je ne souffre jamais. Je ne sais absolument pas ce que c'est une douleur due à la sclérose en plaques. Et j'avoue que je ne cumule pas de ce côté-là. Je suis très, très, très contente de ne pas avoir de douleur. Mais parfois, moi, c'est un petit peu la fatigue qui va me déranger. Donc, je suis aussi des séances de rééducation en centre, soit à Paris, soit en province. Et là, c'est un petit peu plus intensif. Donc, effectivement, ça va être peut-être une douleur un peu plus... un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire ou que je vais faire de façon plus intensive. Et là, je vais peut-être avoir quelques petites douleurs, mais disons que je n'ai pas de douleur à proprement dit à cause de la maladie. Et comment, quand ces douleurs arrivent tout de même, ou cette fatigue plus précisément, comment arrivez-vous à la maîtriser? C'est-à-dire que je pratique depuis maintenant 12 ans le yoga, la sophrologie maintenant depuis presque 5 ans. Et en fait, je maîtrise les douleurs par la respiration, parce que c'est vrai de faire une profonde inspiration et une profonde expiration, c'est surtout expirer, expirer, expirer.
moi, je me fais passer des maux de tête en respirant très, très, très longuement. Donc, je compte jusqu'à 5, j'inspire, j'expire et je me fais passer les douleurs comme ça. Vous m'aviez évoqué aussi le côté, comment pourrais-je le qualifier, de visualisation, d'activité motrice qui vous permettait aussi de vous aider de passer certains seuils. Donc, en fait, bien souvent, je m'allonge, je ferme les yeux et je me vois marcher. Malheureusement, je ne peux pas, mais je visualise beaucoup. C'est vrai que dans la relaxation, je visualise énormément. Je vois grimper des montagnes, enfin, peut-être pas des grosses montagnes, mais... Et donc, je me vois marcher sur des chemins un petit peu sinueux. Et donc, c'est vrai que la visualisation m'aide énormément. Je crois même qu'un jour, vous êtes vu voler. Ben, c'est-à-dire que j'avais fait, on va dire, c'était un rêve. Et vraiment, j'étais dans un grand magasin. L'escalator était en panne. Je ne pouvais donc pas monter. Et puis, j'ai pris l'escalier. Et puis, je me suis mise à voler sur l'escalier. Et je disais aux autres, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous lambinez. Moi, je suis là devant vous. Je vous ai déjà dépassé depuis longtemps. Merci. Madame de Chanchenel. Alors moi, je voulais juste rajouter que Lorraine est épileptique, donc c'est aussi une souffrance qu'on n'arrive pas toujours à gérer, mais on arrive au bout d'un moment à soulager. Et puis sinon, pour le corps plaisir, eh bien, il y a les activités, la salle Snooze Hélène et la balnéothérapie. Elle aime beaucoup l'eau et ça lui fait beaucoup de bien, ça la détend. Donc on en abuse beaucoup dans son établissement. Elle aime beaucoup aussi faire comme tout le monde, c'est-à-dire aller à la plage, s'allonger sur sa serviette en maillot de bain. Et bon, l'eau est un petit peu fraîche pour elle, même en Méditerranée, donc ça ne dure pas très longtemps. Mais elle a besoin de faire un peu comme tout le monde. Alors on essaie aussi par les massages avec le kinésithérapeute, les soins du visage chez l'esthéticienne, ça elle adore. Voilà, elle aime qu'on lui fasse des compliments, elle aime dire qu'elle est jolie, donc elle est contente, elle comprend, elle fait des sourires, on lui met des bijoux, on lui met du vernis à ongles, et voilà. Donc elle fait comme ses sœurs et comme les autres. Vous parliez aussi de l'importance aussi des histoires, des contes que vous pouviez lui raconter. Oui, c'est vrai qu'elle est très réceptive, elle aime beaucoup, surtout si on lit des contes avec des images. Voilà, et donc elle pousse des cris de joie dès qu'on s'installe pour raconter des histoires. Et ça, c'est vraiment un bon moment. Merci. Et moi, je suis perdu. Monsieur Bataillon, désolé, j'étais perdu dans mes notes, je vous l'avoue. Mon corps s'exprime aussi par des douleurs neuropathiques sous forme de décharges électriques et de picotements. Il faut repérer la spasticité et bien connaître son corps et son esprit fatigué. La découverte de l'hypnose et l'apprentissage de l'auto-hypnose dans une consultation antidouleur m'a permis de déposer la douleur sans la supprimer, en la contournant, et c'est un travail de tous les jours. Savoir lâcher prise par le qigong, l'aquagym, le chant, souffler et inspirer pour mieux respirer, arriver à la gestion quotidienne de l'effort pour mieux profiter de ses activités, retrouver progressivement la force de faire ou de ne pas faire,
s'accepter tel qu'on est, sans esprit de compétition, ce qui ne veut pas dire sans objectif de réussite, se lancer de nouveaux défis dans la sérénité et retrouver le plaisir. Merci. Donc, nous avons compris que vous aviez, chacun à votre façon, franchi des étapes, des paliers qui vous conduisent vers des possibles, vers un corps non empêché. Est-ce que vous pouvez maintenant un peu plus développer et illustrer peut-être des propos entendus ce matin, notamment de la part de M. Andrieux, ces notions de créativité, d'amplification, même si je le dis en français. Comment, par exemple, voilà, vous êtes arrivé à peut-être, pour reprendre une phrase d'un philosophe, vous dire que consentir n'était pas capituler. En commençant avec vous, Monsieur Bataillon, si vous voulez bien enchaîner. Je ne fais pas de dichotomie entre mon corps et mon esprit. Si avant le handicap, la marche pouvait m'aider à la réflexion, à laisser vaquer mes pensées, aujourd'hui, c'est par la respiration et l'écoute de mon corps fatigué ou reposé que mes activités sont ressenties entre le va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Le corps est toujours en action. En connaître ses limites reste une des priorités pour l'accepter et le valoriser. Réapprendre l'effort dans la durée. L'alternance activité-repos. Apprendre à anticiper, à avoir son rythme, sa cadence. Porter dans l'eau, en piscine. Retrouver la tension debout et l'équilibre, sans béquille. Chanter debout, sans penser à la durée, est une réalité que le corps retrouve dans le champ des possibles. Je me permets un peu d'insister sur ce dernier point, parce que lors de nos échanges, vous avez beaucoup pris du temps sur cette notion de chant, à vous retrouver debout, à chanter pendant en plus une durée assez importante, alors que vous pensiez que c'était pas possible. Oui, la station debout, j'étais toujours en équilibre précaire, donc avec des béquilles, et je ne ressentais pas mes pieds, et c'est vrai qu'avec le chant, mais le groupe aussi m'aide beaucoup, groupe de personnes valides, donc nous sommes en chœur quand nous chantons autour du piano avec un maître de chœur, et c'est vrai que je me suis surpris à être debout, bien sur mes pieds, sur mes jambes, en équilibre, et quelquefois en laissant les béquilles sur le mur. Donc c'est assez curieux comme sensation de rester suivant les conditions. De toute façon, je suis fatigué, je me repose après, mais c'est assez curieux de ce changement avec une pratique comme le chant, mais avec l'entourage, on peut se dépasser. Merci. Monsieur Vedren. Moi je dirais qu'en plus, au début, quand on est en centre de rééducation, la rééducation donc déjà elle est difficile, mais on a tendance à nous dire également, vous verrez, vous pourrez faire du sport, mais en fait on l'enregistre pas. Et à un moment donné, je suis allé dans un forum de sport, et là j'ai vu qu'en fait on pouvait faire plein de sports malgré le handicap. Mais bon, les informations sont des fois difficiles à enregistrer. Mais bon, Vous évoquiez les difficultés aussi du manque d'informations que vous aviez, notamment en centre d'éducation, avec les possibilités peut-être, vous disiez, ça serait intéressant qu'on puisse voir, visualiser, ne serait-ce qu'un match par exemple, que ça soit du rugby fauteuil, du foot fauteuil oui, il faudrait que dans les centres de rééducation, on nous montre des personnes en handicap. C'est vrai que là, il y a en Auvergne, il y a Adrien Chalmin qui a monté son équipe de rugby fauteuil, et ça marche très bien. Et c'est vrai que monter une équipe, c'est bien, mais il faut qu'on en entende parler.
Donc personne ne va les voir, donc l'important, ça serait vraiment que les kinés en centre de rééducation emmènent les voir. Et il est possible aussi, grâce au sport et notamment au sport que vous pratiquez, vous avez évoqué aussi que c'était pour vous libérer alors de l'agressivité et vous parliez aussi de réparer ce que vous vivez comme une injustice. Oui, bien sûr, un accident c'est toujours une injustice, surtout quand c'est pas de sa faute. Donc forcément, l'agressivité, la colère, le sport est un bon moyen de libérer tout ça. Et j'ai vraiment trouvé, avec le hockey handi, la façon de libérer cette colère, cette rage qui est en moi. Parce que c'est vraiment injuste quand c'est pas de notre faute. Merci. Je me tourne vers vous, Madame de Sajan, et je sais que vous allez prononcer une phrase qui, lors de la préparation de cette table ronde, a résonné en moi de façon particulière. Je vous la laisse décliner à l'Assemblée. C'est vrai, vous savez, quand on a un handicap en cours de vie, la vie bascule d'un seul coup, et puis il y a énormément de choses qu'on ne peut plus faire, mais au fil du temps, je dois dire aussi, je vais quand même le souligner, l'APF m'a sauvée. Et l'APF m'a permis de faire beaucoup plus de choses que je le faisais quand j'étais valide. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais bien, cette autre chose? C'est vrai que je ne peux plus faire ce que je faisais avant, mais quand j'étais valide, finalement, je faisais quoi? Je me levais, je travaillais, je sortais un petit peu, mais et puis voilà, j'étais pas avec les autres et parmi les autres et pour les autres et j'écoutais pas tellement les autres personnes. Et puis à l'APF, j'ai réussi à ouvrir mon champ de vision, enfin ma vision des autres, et ça m'a vraiment permis de me dévoiler finalement. Bon, moi j'ai fait à l'APF pendant 3 ans, j'ai participé à un atelier poésie, et donc j'ai pu créer des poèmes, et j'étais vraiment très très contente et très contente de moi. Vous savez, quand on est handicapé comme ça en cours de vie, il y a un temps où on perd l'estime de soi, on perd confiance en soi, on se dit mais c'est fini, tu pourras plus rien faire, c'est même pas la peine de continuer, tu sers plus à rien, tu sers plus à personne. Et finalement, quand on est au sein d'une association où on voit tellement de gens. Moi, ce qui m'a marqué, c'était en 2003, j'étais au congrès de l'APF à Toulouse. Il faisait extrêmement chaud. Il faisait, je sais pas, 40 degrés. Il faisait vraiment très chaud, c'était au mois de juin. Et quand j'ai vu, il y avait un monde fou. On était à peu près 1000 congressistes. Et quand j'ai vu toutes ces personnes handicapées, moi, je commençais, je marchais avec une canne, hein, c'était pas énorme, mais je me suis dit, si tous ces gens que tu vois là sont là, toi tu peux aussi faire. Donc, vas-y quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir à la vie. Vous m'avez aussi dit « le yoga m'a sauvé ». Oui, le yoga m'a sauvé, ça c'est indéniable. J'ai fait, je continue toujours le yoga. J'ai fait également 8 années de Qigong aussi, comme disait Jean-Louis. Donc le Qigong, c'était plus la période pendant laquelle je marchais. Et après une séance de Qigong, je marchais beaucoup mieux.
Et en fait, il faut s'intérioriser, il faut... enfin, j'aime pas dire il faut, parce que on fait comme on peut, hein, c'est pas... Mais quand on fait du Qigong, on commence par des automassages. Et moi, je m'étais jamais touché le visage, les bras. Et j'ai commencé à caresser comme ça mon visage et je me suis dit, mais tu vis? Et puis finalement, effectivement, c'était quelque chose de... Le yoga et le Qigong, ça m'a sauvé la vie. Merci. Et je répète cette phrase, je ne peux pas m'empêcher, hein, je ne peux plus faire certaines choses, mais qu'est-ce que je fais bien, c'est autre chose. Vous évoquiez à l'instant l'importance de l'estime de soi. Ce matin, Alain Rochon évoquait son parcours et la période où, comme il nous l'a dit, il a à nouveau aimé son corps. Je vous propose de lancer le débat et les échanges autour de cette notion d'estime de soi, d'image de soi, peut-être aussi en guise de conclusion de cette table ronde, même si peut-être il y aura encore beaucoup de choses à dire. Monsieur Bataillon, je vous laisse la parole. La semaine dernière, je visionnais sur une vidéo prise lors de notre représentation théâtrale de l'été dernier. Là, j'ai ressenti un grand choc émotionnel de me voir à travers l'objectif de la caméra qui n'épargne rien, dans un fauteuil roulant, acteur parmi les autres acteurs valides. J'ai envie de dire qu'il faut tout d'abord changer son propre regard sur son corps. Il y avait un avant, il y aura un après. Regardons ce présent sans concession, l'âge étant aussi la sagesse sans le vieillissement. Changer son regard pour changer le regard de l'autre. Accepter l'aide de l'autre avec empathie. Faire les choses à son rythme, calmement, sans précipitation. Les massages et les soins au thalasso sont autant d'actions pour retrouver l'estime de soi. Et pour conclure, je dirais, ne rien s'interdire facilite le fait de retrouver autonomie, image et estime de soi. Merci beaucoup. Monsieur Vedren, sur cette notion d'image de soi et d'estime de soi, et notamment par rapport à tout ce que nous avons pu échanger autour de votre accident et surtout les premières suites de cet accident. Eh bien, au début de l'accident, je me sentais diminué, bon à rien, 36e dessous. Et je dirais même que il y a donc en 2011, au mois de juillet, au feu d'artifice, je voyais mon fils en train de courir, jouer avec sa mère. Et puis moi, je me suis rendu compte que moi, je ne pouvais pas courir. Donc ça me faisait de la peine et franchement, les larmes me sont montées. Un peu comme maintenant, quoi. Et donc la prise de conscience, elle est terrible à ce moment-là. Donc le fait d'avoir connu l'APF 63 et de faire du sport, du sarbacane, du hockey, notamment que je sois devenu le capitaine de l'équipe de hockey, ça m'a revalorisé. Autre chose, c'est que j'emmène mon fils tous les jours à l'école, je vais le chercher. Ça, c'est génial pour moi. Déjà, ça nous a rapprochés parce qu'il a fallu... on ne s'est pas vu pendant presque un an. Et il a fallu encore un an pour qu'il revienne vers moi. Mais maintenant, c'est que du bonheur, quoi. Maintenant, je fais plein de choses avec lui. Et
une autre chose, en 2011, j'ai aussi fait mon enterrement de vie de garçon. Et comme tout le monde sait, quand on fait son enterrement de vie de garçon, les gens viennent avec... Les garçons vont embrasser les filles vont embrasser les garçons. Et on nous donne ce qu'on veut. Bref. Là, non. Là, c'était plutôt l'ouverture de la mer. C'est-à-dire que on s'approchait des gens et les gens partaient. Et là, le regard est terrible. Surtout quand on vient d'être handicapé, c'est ouf. Heureusement, le sport est là, quoi. Heureusement, mon fils est là, ma famille. J'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de soutien. Et là où l'APF aussi m'a revalorisé, c'est que j'ai aussi, en plus de venir témoigner ici, à l'UNESCO, j'ai fait déjà des témoignages pour la sécurité routière dans des collèges. J'ai montré ce que je faisais en tant que handicapé dans d'autres, et je vais continuer au mois de mars. Et je dirais que le sport, je suis avant tout un compétiteur, mais un compétiteur qui se fait avant tout plaisir. Merci. Oui, compétiteur, c'est sûr, hein. Vous m'avez dit que vous avez votre chère maman qui régulièrement vous dit ménage-toi. Ménage-toi. Je crois que quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond. Voilà, toujours à fond. Merci, Monsieur Vedren. Monsieur et Madame Chanchenel. Lorraine ne parle pas, mais elle sait très bien exprimer sa joie, ses déplaisirs, sa lassitude, sa fatigue. Et c'est ce qui nous permet de dire et d'affirmer qu'en fait, elle est extrêmement sensible à la façon dont elle est perçue. Elle est extrêmement sensible à ce que lui renvoie son entourage. Et on va dire que l'entourage, d'une façon générale, elle vit, que ce soit dans son établissement ou dans la vie de tous les jours, à laquelle on essaie de la mêler le plus possible. Elle reçoit toujours un accueil bienveillant ou, dans le pire des cas, embarrassé. Mais elle est très sensible et de la même façon qu'elle est très... elle perçoit très bien elle est très sensible aux compliments qu'on peut lui faire sur son apparence vestimentaire. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, elle suit des soins esthétiques régulièrement. C'est quelque chose qui la valorise et qui manifestement lui apporte plus que du plaisir physique, mais lui apporte aussi ce petit plus qui la met un peu au niveau de tout le monde. Merci. Et pour conclure, Madame de Sajan, je vous laisse la parole. Alors, que je ne connaissais pas ça, mais quand j'étais valide, plus jeune, j'ai fait de la danse. C'était modern jazz. C'était quelque chose... c'était dans les années 80, donc... avec la musique des années 80, donc c'était le disco, c'était... Enfin bon, c'était quelque chose... j'étais jeune et c'était bien, c'était sympa. Et puis là, maintenant, je me suis dit, mais jamais plus tu referas ça. Et finalement, pendant 3 ans, j'ai fait de la danse en fauteuil. Et vraiment avec des valides. Donc il y avait valides et personnes handicapées. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Je montais sur scène en me produisant en fauteuil, alors que j'avais vu une pièce de théâtre qui m'avait choquée terriblement. Je m'étais dit, mais jamais je pourrais me mettre en fauteuil sur scène. Et là, j'ai dansé avec les autres sur une scène, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis... c'était dans le domaine du possible, alors que je pensais que je ne pourrais plus. Et donc, effectivement, là, je me suis dit, mais finalement, c'est possible, hein, tu peux le faire. Et il y a tellement de choses que je me suis... j'ai rayé
avec une croix quand je suis devenue handicapée. Mais maintenant, finalement, heureusement que j'ai une gomme, parce que je gomme beaucoup de choses et finalement, je fais énormément de choses, notamment de la poésie. Et j'aurais bien aimé vous dire un petit poème. Je ne sais pas si vous allez apprécier, mais ça vient de mon cœur et en fait, ce sont des choses qui m'évadent énormément. J'ai besoin de ça. L'écriture pour moi est une thérapie et j'avoue que ça me fait beaucoup de bien. Alors j'espère que ça vous fera autant de bien que ça me fait à moi. Le poème s'appelle Dérive. Bercé par les alizés, doucement porté par ces vents légers, enveloppé d'un voile irisé de couleurs tendres, partir sans attendre, flotter sur les eaux de diamant, écouter le silence, se sentir hors du temps, les pensées transparentes, laisser venir ce mélange de douceur et d'insouciance, regarder les couleurs du ciel lentement s'entremêler, admirer les voiles gonflés des goélettes colorées, voir les foulards s'échapper et le linge s'envoler en riant et sans moquer. Bercé par les alizés, doucement porté par ces vents légers, sentir dériver son cœur, peu à peu vers le bonheur. Que dire de plus? Sinon, une chose quand même. Merci beaucoup en tout cas pour les temps que vous m'avez donnés, que vous nous avez donnés en tout cas dans la préparation et aujourd'hui même. Ce sont des témoignages qui resteront avec des phrases clés, des phrases fortes. Merci beaucoup à vous.